prestation de serment, Corneille Nangaa a parlé d'un travail en équipe. Il s'agira d'évaluer le processus électoral, procéder à une large consultation et décider. Journée internationale des toilettes, l'UNICEF appelle à l'entretien des latrines aussi bien dans les ménages que dans les écoles. Antena, le journal, Dieu merci Zob, Mabiala. Corneille Nangaa, Norbert Bassengezi, Pierrette Mwenze, les 3 pièces de puzzle qui manquaient à la CENI ont prêté serment jeudi 19 novembre à la Cour constitutionnelle. Dans un contexte particulier de la République démocratique du Congo, l'équipe est consciente de la tâche qui l'attend. Elle est ardue et Corneille Nangaa, président actuel de la CENI, s'appuie sur l'approche d'une équipe. D'abord, je ne dirais pas que mes priorités. Il serait mieux de parler des priorités de la CENI. Il faut dire que nous avons une mission qui vient de nous être confiée. Et cette mission est déclinée dans les différentes lois de la République. Notre mission est donc de procéder aux activités préparatoires du processus électoral, donc de préparer les élections et de les organiser. Il est vrai que les attentes sont nombreuses. Il sera donc question pour la CENI de procéder à une évaluation sans complaisance du processus. Après cette évaluation, nous mettrons l'accent sur les consultations des parties prenantes. Et de cela, nous allons sortir des orientations qui seront dégagées pour la tenue des élections paisibles, transparentes et crédibles. Pour espérer vivre des élections transparentes, justes et dans la paix, chaque partie prenante au processus électoral devra correctement remplir sa tâche. Le dialogue qui ne serait pas utile, mais la tripartite qui serait utile, et vous dites bien tripartite, majorité, opposition, CENI. Cela veut dire que la société civile n'a rien à dire dans les problèmes que nous voulons invoquer pour le pays. Nous l'écartons. Et s'agissant des institutions citoyennes, la Commission nationale des droits de l'homme n'a rien à dire. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication n'a rien à nous dire. Il n'y a que la CENI. Non, je pense que ceux qui parlent comme ça, je peux leur répondre un peu en paraphrasant, ce n'est pas mon habitude, un responsable de l'UDPS, qui a dit lorsqu'on dit majorité, mais qui donc est le chef de la majorité? Je crois que c'est le président Kabila. On dit opposition, mais qui est le numéro 1 de l'opposition? Je pense que c'est M. Tshisekedi. Et pourquoi on isolerait la CENI parmi les autres institutions d'appui à la démocratie? Donc les droits de l'homme, nous n'avons pas un problème de droits de l'homme. Donc vous, médias, vous venez de soulever un problème d'une journaliste tabassée par des étudiants. Est-ce qu'il n'y a pas eu de journalistes tabassés pendant le processus électoral? Il y en a eu. Donc vous croyez vraiment que tout s'est passé correctement? On ne peut pas en parler avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou bien vos organisations au sein de la société civile? Il faut aussi que la société civile soit présente dans
cette réflexion globale que nous voulons entreprendre sur nos comportements. Maintenant, nous accueillons favorablement la déclaration des ministres de la Défense de la CIRGL qui a donné un ultimatum. C'est là que le sens de l'ultimatum peut être justifié. Ce sont des ministres de la Défense. Donc ce sont des pays qui ont la capacité d'agir. Vous êtes un parti politique de l'opposition, vous donnez un ultimatum à une majorité qui est au pouvoir, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous allez faire quoi? Ultimatum. Après, quand le délai arrive, vous faites quoi? Le parti est au pouvoir, il a l'impérium, il a la majorité au Parlement. Vous faites quoi de votre délai d'ultimatum? L'Ouganda appelait à user de tous les moyens, en conformité avec le droit international, pour convaincre le leadership du M23 à adhérer au processus de rapatriement. C'est l'une des recommandations phares de la réunion des ministres des Défenses de la CIRGL. Le gouvernement de la République de l'Ouganda et toutes les parties prenantes d'user de tous les moyens possibles, en conformité au droit international, pour s'assurer que le leadership des ex-combattants ex-M23 adhèrent au processus de rapatriement. Une autre recommandation formulée est la mise en exécution des décisions prises lors du sommet de l'Angola sur le rapatriement des ex-M23, dont l'une consistait à la réactivation du plan de rapatriement des combattants basés en Ouganda. La RDC s'est dite prête d'accueillir les ex-éléments du M23 dans la période comprise entre le 1er et le 15 décembre 2015. À partir du 15 décembre, parce que nous disons on n'entendra plus parler de Nairobi, ça signifie que tout celui ex-M23 qui ne sera pas revenu en République du Congo le 15 décembre, il sera considéré comme quelqu'un qui relève des autres mécanismes qui n'ont plus rien à voir avec nous. Le ministre de la Défense de la CIRGL ont demandé à la communauté internationale, représentée par ces hauts cadres lors de cette réunion, d'examiner les sanctions à prendre contre les leaders du M23, tel que décidé lors de la réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi tenue à New York le 22 septembre 2015. Les rapports vers la réalisation du droit à une éducation de qualité pour tous, présentés mercredi par les ministres du Plan et suivis de la Révolution de la modernité et l'UNICEF, s'inscrit dans le cadre de l'analyse continue de la situation des enfants et des femmes en République démocratique du Congo. Ces documents renseignent plusieurs évolutions positives, telles que l'augmentation du taux brut de scolarisation et le financement public de l'éducation. Il met aussi en évidence des faiblesses qui doivent être prises en compte dans le cadre de la réforme du secteur de l'éducation. Nous faisons les constats, nous intégrons ce qui est des propositions, vous avez vu beaucoup de recommandations, nous allons tenir compte de ces recommandations. Parmi les partenaires du gouvernement habitués à appuyer les secteurs éducatifs, il faut compter l'UNICEF. Cette agence du système des Nations Unies a toujours milité pour le bien-être de l'enfant. C'est une initiative conjointe entre le ministère du Plan et de la Révolution de la modernité et de l'UNICEF, avec évidemment en collaboration avec
le ministère de l'Enseignement. Les résultats sont très intéressants puisqu'ils montrent des progrès très importants accomplis depuis quelques années en matière de scolarisation. Les rapports présentés, c'est pour en tout cas, une contribution significative au processus des réformes du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. À la cérémonie de présentation de la déclaration de force vive de la nation sur l'urgence d'un calendrier électoral en RDC, les acteurs de la société civile soutiennent entre autres être contre le dialogue politique en vue. Exigeons la publication immédiate du calendrier électoral réaménagé conforme aux échéances fixées par la Constitution. Deuxièmement, sommons le gouvernement d'exécuter avec une priorité absolue les budgets alloués à la CENI par les parlements à l'organisation des élections dans le cadre de ces calendriers. Troisièmement, invitons les partenaires au développement et les pays amis de la République démocratique du Congo à apporter leur concours financier et technique aux opérations électorales. Cependant, l'un des acteurs de la société civile ne partage pas totalement cette vision. Le dialogue est incontournable. Les gens qui refusent le dialogue vous proposent quoi en dehors de ces déclarations? La déclaration ici, par rapport à notre peuple, en 2016, qu'est-ce que ça sera si eux qui disent qu'il ne faut pas aller au dialogue ne proposent rien, ils disent simplement n'allons pas au dialogue, respectons la Constitution. On va la respecter comment quand il n'y a même pas d'argent? Il faut se mettre autour d'une table pour trouver un calendrier électoral consensuel. Néanmoins, le besoin de respecter les délais constitutionnels pour l'organisation des élections est accepté par tous. Le dialogue qu'on est en train de prôner, il n'est nulle part dans la Constitution. Nous disons que nous avons des problèmes techniques que nous pouvons arranger avec la CENI, donc dans la tripartite, entre le pouvoir, l'opposition et la CENI. Le dialogue politique en RDC était prévu au mois de novembre 2015. Jusque-là, aucune précision sur la date n'a été donnée. Les femmes réunies au sein du Centre d'études sur la justice et la résolution 1325, CJR 1325, sont allées présenter leur note de plaidoyer auprès de la vice-ministre de l'Intérieur, Martine Boukassa. Ceci dans le souci de se conformer à la loi portant droit de la femme et modalités de mise en œuvre de la parité adoptée en 2015 et promulguée la même année par le chef de l'État. Mais quels sont les dispositifs arrêtés après cette rencontre? Nous encadrons de femmes politiques. Nous sommes venus faire notre plaidoyer auprès de son Excellence la vice-ministre pour qu'elle puisse s'impliquer dans la loi de mise en œuvre de la parité en vue des prochaines échéances électorales. Elle nous a promis, dans l'entretien s'est bien déroulé, elle a promis de nous recevoir pour la seconde fois et à cette occasion-là, nous aurons approfondi la question. Martine Boukassa a pour sa part salué l'engagement des femmes et les a exhortées à poursuivre leur démarche sans désemparer. Pour rappel, l'objectif de ce plaidoyer est de solliciter l'implication de toutes les femmes élevées en dignité dans le combat pour la mise en œuvre effective de la parité consacrée dans la Constitution. Les latrines doivent demeurer propres à tout instant pour garder une bonne santé. Dans le ménage, au travail ou à l'école, la propreté doit être de stricte application, comme le souhaite l'UNICEF, le village Asseni, la coordination provinciale de l'hygiène pour la ville de Kinshasa. Je sais que chaque ménage aujourd'hui, il y a un ambassadeur qui va entrer, qui va sensibiliser. J'encourage les villages à la bonne utilisation des ouvrages
afin que nos enfants grandissent en bonne santé pour un Congo digne des enfants. L'UNICEF et ses partenaires continueront à accompagner le gouvernement congolais à travers son programme École et Village à Asseni. Le complexe scolaire Vedruna d'Ndjili, cadre choisi pour le déroulement des activités dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des toilettes, a réservé un accueil chaleureux à ses hôtes. Nous, élèves, sommes appelés à militer pour obtenir une égalité d'accès aux toilettes. C'est la presse. L'absence des toilettes a un impact négatif sur notre santé, aussi sur le développement de notre pays. Au finish, le flambeau a été remis à la sœur préfet du complexe scolaire Vedruna par le docteur Florent Kwasisi Kobel, médecin-chef de zone d'Ndjili, qui à son tour l'a remis à un élève et au ménage de Boussira Centre Ndjili pour la propreté constatée dans leur latrine. S'en est suivi la visite des toilettes par les visiteurs. Au total, 15 participants venus de différentes zones de santé, à savoir Ntsele, Maluku, Mongafula 2, vont renforcer leurs capacités dans les domaines de l'information. Ceci concerne plus précisément l'utilisation du logiciel DHS2 pour une bonne gestion de l'information sanitaire dans la récolte, l'analyse et la diffusion des données sanitaires. C'est en fait familiariser le professionnel de santé au niveau de bureaux centraux des zones de santé, les 3 dont j'ai cité, à utiliser les logiciels DHIS2. Que peut-on attendre alors de ces logiciels? C'est un logiciel qui nous sert de saisir les données. Une fois saisies, il y a la capacité de pouvoir les analyser, les traiter et puis de prendre des décisions conséquentes par rapport à tout ce que nous collectons comme données. Nous allons transférer les compétences aux autres membres de l'équipe cadre qui sont restés dans nos différents bureaux centraux. Et en plus de cela, ce logiciel va nous permettre de prendre des décisions dans les plus brefs délais en vue de booster les indicateurs. Il faut dire que cette session de formation s'inscrit dans le cadre du projet Initiative 5%, appuyé par l'École de la santé publique. Immortalisé par ses œuvres combien grandioses, son éminence le cardinal Joseph Albert Maloula, bien que décédé il y a 26 ans, a désormais un musée qui porte son nom et qui regroupe ses reliques. Nous sommes dans le musée cardinal Maloula où on a essayé de mettre ses reliques. Donc c'est un musée qui est ouvert à tout le public. Quand je dis tout le public, que ce soit le catholique et le non-catholique qui ont connu le cardinal Maloula, peuvent venir visiter ce musée. Parmi ses œuvres, l'on compte le village Bondeko, qui encadre aussi les personnes vivant avec handicap. Celle-ci revient des États-Unis où elles ont été prendre part aux Jeux Olympiques. Elles sont rentrées avec une médaille. En guise de gratitude, ce prix a été remis au musée. La médaille que vous voyez superposée sur la soutane qui est là, nous a été remise par les jeunes du village Bondeko qui ont gagné cette médaille aux Jeux Olympiques aux États-Unis. Ils étaient partis pour un jeu, ils ont couru et ont remporté ce prix-là. Et cela fait montre que le cardinal a beaucoup donné pour que
le village Bondeko soit aujourd'hui une grande œuvre qui aide les enfants vivant avec handicap. Le cardinal Maloula s'en est allé, certes, mais dans cette absence-présence, il demeure toujours une lumière dans le rayon d'amour, continue à faire parler de lui. Un exemple à suivre. Qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de clubs champions prévue l'année prochaine en Angola, le basketball club Mazembe, INSS et Radi sont allés rencontrer le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambaï, ceci dans le but de lui présenter les trophées et médailles remportés à l'issue du tournoi qualificatif livré à Brazzaville, où le basketball club Mazembe, chez les messieurs, a terminé à la plus haute marche du podium. Et chez les dames, le BC INSS est sorti vice-championne. Ces gestes et les prouesses de ces équipes ont forcé l'admiration du patron des sports. Je vous dis tout simplement merci d'avoir permis à la République de toucher encore plusieurs coupes. Mais les enfants, tout ce que je peux vous dire, félicitations et prenez courage. Les athlètes à leur tour ont demandé beaucoup de soutien de la part des autorités. Nous sommes qualifiés pour aller jouer la phase finale. J'ai dit à tous les sportifs de nous soutenir dès le début jusqu'à la fin. La balle au panier congolais retrouve petit à petit sa place sur l'échiquier africain, comme à l'époque des années 80 et 90, où la République démocratique du Congo était au sommet de l'Afrique. Une marée humaine a pris d'assaut l'aéroport de l'Est Kasaï oriental pour accueillir l'international congolais Robert Kidiaba, récent vainqueur de la Ligue des champions de la CAF avec Mazembe et natif du coin. Il a été invité par Guy Mafuta, président de l'association sportive d'Ibumba de Chikapa, qui a remercié le portier congolais pour son retour chez lui à Chikapa. C'est vraiment beaucoup d'émotions comme vous l'avez vu. C'est le symbole de l'unité. Le Congo est un. Les populations de Chikapa sont un peuple, cela a été prouvé. En tout cas, grand merci à Robert Kidiaba. De son côté, Kidiaba a eu des mots justes et clairs envers la population de Chikapa. Depuis que je suis arrivé, voilà maintenant, mais il y a beaucoup de monde. Et puis, je ne m'attendais pas à ça, parce que c'est chez nous, il fallait ça. En tout cas, je remercie tout le peuple, tous les habitants de Chikapa. Vraiment, je vois qu'ils m'aiment beaucoup. Profitant de sa visite sur sa terre, Robert Kidiaba Mouteba a travaillé avec les gardiens de Dibumba et a fait un spectacle avec sa danse, les Kidiabouake. Les arbitres et entraîneurs de la Fédération congolaise des squash ont participé au séminaire de remise à niveau. L'expert français des squash, Mchanir Khan, l'a dirigé en marge du tournoi d'amitié que la FECODESC organise au Cercle Elaïs. En pleine compétition, les athlètes des squash ont eu des échanges fructueux avec les champions français. Les règles de sécurité, donc c'est très important au squash. Pourquoi ? Parce que c'est un sport où on est entre quatre murs. Il y a une raquette, le joueur est à côté, donc c'est très important de pouvoir en fait expliquer aux jeunes athlètes et à tous les athlètes ainsi qu'aux coachs pour pas qu'il y ait d'accident.
donc de transmettre ces règles de sécurité, qu'on appelle le LED, le stroke et tout ça, pour que les arbitres puissent, quand je pars, puissent transmettre ça à la suite pour le squash congolais. Entre-temps, tous les férus de squash sont cordialement invités à vivre les affiches alléchantes de ces disciplines en pente descendante qui prendront fin ce samedi 21 novembre. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Dialogue, l'UDPS à bout de patience, titre le phare. Au cours d'un point de presse qu'il a animé hier mercredi au siège de l'UDPS à l'UMT, le secrétaire général Bruno Mavungu a annoncé l'organisation d'un grand meeting ce samedi 21 novembre 2015 à la permanence du parti. Ces rassemblements politiques aura pour objectif d'accentuer la pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU, signataire des résolutions 2098, 2147 et 2211 et l'Union africaine, signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la convocation urgente de ces dialogues. Du 28 novembre 2011, à la lumière de la position de l'UDPS exprimée par son secrétaire général et à la déclaration du président Kabila devant les représentants de la société civile, le dimanche 8 novembre au Palais de la Nation, il y a lieu de constater que le dialogue s'achemine vers l'impasse. L'UDPS complique l'équation, s'exclame la prospérité. Si d'ici le 30 novembre 2015, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ne convoque pas le dialogue pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnel, l'UDPS n'aura plus que faire du dialogue politique envisagé par le pouvoir, qu'ils se rallient à la position des évêques de la SENCO et qu'ils exigent une reconfiguration de la Commission électorale nationale indépendante, texte et animateurs compris. L'UDPS ferme la porte au dialogue initié par Joseph Kabila. C'est le titre de la référence plus. La majorité présidentielle n'a pas d'autre choix que de convaincre son autorité morale, Joseph Kabila, de renoncer à son projet de convoquer les dialogues politiques aux contours et objectifs connus de lui seul. Rejeté par la dynamique de l'opposition pilotée par l'UNT et le MLC, rejeté également par le parti membre du G7 et une bonne partie des organisations de la société civile, dénoncé par la puissante Église catholique, ce dialogue est de nouveau rejeté par l'UDPS de Etienne Tshisekedi que certains ténors de la MP présentaient comme leur principal allié dans cette aventure politique sans lendemain. Le parti de la 10e rue Limité, qui tenait hier au point de presse, a hermétiquement fermé la porte à pseudo-dialogue présidentiel conçu pour favoriser les glissements et la violation de la Constitution, note le confrère. Processus électoral, la Grande-Bretagne s'interpose, rapportent les dépêches de Brazzaville. Le gouvernement britannique a de nouveau appelé au respect des délais constitutionnels pour l'organisation de la présidentielle et des législatives en novembre 2016. C'était par l'entremise de son envoyé spécial pour la région de Grand Lac, Danaye Dolakia, qui, à la faveur d'une conférence de presse animée le 17 novembre, a déclaré redouter un scénario à la burundaise pouvant entraîner une réaction populaire à grande échelle dans l'hypothèse d'un éventuel report, et d'ajouter qu'en cas de non-respect des échéances électorales, d'entraîner le pays sur la voie du glissement. La Grande-Bretagne s'est verrait dans l'obligation de réévaluer sa coopération avec la République démocratique du Congo en reconsidérant la nature et la forme de ses engagements futurs. Cette revue de presse est terminée. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous.